Merci beaucoup. Vraiment, je suis honorée de siéger parmi les éléments qui vont présenter aujourd'hui à cette 9e journée nationale de la Société marocaine du système nerveux autonome. Je vais rapidement entamer ma présentation que j'ai intitulée « Quand l'hypertendu devient hypotendu, que faut-il faire ?» Donc, je vais commencer ma présentation par un cas clinique un peu historique, extrême. C'est vrai que la majorité des situations ne ressemblent pas à celle-ci, mais c'est juste pour attirer l'attention sur la gravité potentielle de la situation. Donc, c'est une dame âgée de 74 ans qui présente depuis déjà une vingtaine d'années des malaises en position debout qui sont devenus de plus en plus invalidants qui ont carrément imposé l'alitement de la patiente depuis une année, puisque ces malaises survenaient dès la position assise, de façon à ce qu'elle soit obligée de s'alimenter très peu et même en position couchée. Donc c'est une patiente qui est devenue au fur et à mesure incapable de s'asseoir pour manger. Donc c'est une patiente qui malheureusement a été traitée à tort pendant des années et des années pour épilepsie. En parallèle à ces malaises, elle se plaignait d'épisodes de rétention aiguë d'urine. Sa fille l'a ramenée plusieurs fois par mois aux urgences pour être sondée et être libérée de sa rétention d'urine, de constipation et d'anhydrose. Elle a été adressée chez nous au service de cardiologie au CHU Ibn Rushd à Casablanca pour une exploration du système cardiovasculaire du système nerveux autonome. Donc, son évaluation neurologique, puisque c'est une patiente qui a été adressée en premier lieu chez des neurologues, n'a pas montré grand-chose. Un examen neurologique normal, un scanner cérébral montrant des lésions non spécifiques de leucoaréiose et d'atrophie cortico-sous-corticale. Ces lésions ont été confirmées sur une imagerie IRM et son électroencéphalogramme était strictement normal, chose qui avait éliminé l'épilepsie. Son évaluation cardiovasculaire retrouvait un examen cardiovasculaire normal, une pression artérielle en décubitus dorsal à 160 sur 100 mm de mercure. Son électrocardiogramme est aussi sans grande spécificité, un bloc droit incomplet, pas de troubles conductifs, un rythme sinusal à 74 battements par minute. L'échocardiographie est aussi sans anomalie. L'échodoppler des trans supraortiques retrouve une petite surcharge athéromateuse sans thrombose, sans sténose, et son bilan ne retrouve absolument rien du tout, en dehors d'une petite anémie normochrome normocytaire à 10 grammes par décilitre à régénératif. Donc, on a fait l'exploration cardiovasculaire du système nerveux autonome avec les 5 tests d'Ewing que notre maître, le professeur Benjelloun, nous a enseigné au DU. Donc, à l'état basal, en décubitus, la fréquence cardiaque est peu variable, entre 72 et 74 battements par minute. Et sa pression artérielle, au bras droit, elle est entre 159-102 et 165-109 mm de mercure. Au bras gauche, entre 149-97 et 162-108 mm de mercure. Donc, à l'état basal, il s'agit bien d'une fréquence cardiaque normale et d'une hypertension artérielle. Au deep breathing, la fréquence cardiaque varie très peu, 71 à 75 battements par minute, ce qui correspond à une réponse vagale de 5%, donc une franche déficience vagale. La pression artérielle diminue de 165-109 à 152-98 mm de mercure. Au hand grip, la fréquence cardiaque est vraiment stationnaire, à 74 battements par minute, ce qui témoigne d'une réponse vagale à 0%. Donc là encore, une franche déficience vagale. La pression artérielle systolique varie peu, et donc une réponse alpha-sympathique périphérique quasi inexistante, et donc une activité sympathique alpha-périphérique déficiente, franchement déficiente. Au stress mental, là encore, la fréquence cardiaque varie très peu, estimant une réponse bêta-sympathique centrale à 4%, donc une franche déficience bêta-sympathique centrale. Et la pression artérielle systolique varie aussi très peu,
estimant une réponse alpha-sympathique centrale à 0% et donc une franche déficience alpha-sympathique centrale. À l'hyperventilation, on n'a pas la tachycardie attendue, sa fréquence cardiaque est restée stationnaire à 70 battements par minute et sa pression artérielle diminue peu, de 149,91 à 146,93 mm de mercure. Donc l'orthostatisme, en fait, on n'a pas réussi à réaliser un vrai orthostatisme juste en faisant asseoir la patiente. Elle a diminué de façon drastique sa pression artérielle de 144,96 en position couchée à 67 sur 43 mm de mercure en position assise. Elle a fait un trouble de conscience type lipothymie. On a rapidement arrêté le test. Et j'attire votre attention sur la non-variabilité de la fréquence cardiaque concomitamment à la survenue de cette sévère hypotension en position assise. Donc, elle a gardé une fréquence cardiaque autour de 71 battements par minute. Donc, c'est une vraie hypotension orthostatique asympathico-tonique et donc une vraie hypotension orthostatique neurogène qui est associée à ce tableau d'hypertension artérielle de décubitus. Donc, on a conclu à une hypertension artérielle de décubitus avec une hypotension orthostatique asympathico-tonique sévère et très symptomatique et à un profil autonomique sévèrement perturbé avec une déficience vagale à tous les tests, une déficience alpha centrale et périphérique et une déficience bêta centrale et périphérique. Et vu la normalité du bilan neurologique et l'absence de symptômes neurologiques concomitants, on a conclu à une pure autonomique failure. Donc là, je vous ai présenté vraiment un tableau de dysautonomie sévère qui explique une association hypertension artérielle de décubitus, hypotension orthostatique, mais bien sûr, ces cas sévères sont heureusement les moins fréquents. Donc, comment prendre en charge en pratique une association hypertension artérielle de décubitus, hypotension orthostatique, et je veux revenir à la fin sur le traitement qui a été proposé chez notre patiente. Donc, c'est une association malheureusement qui est fréquente, surtout chez le sujet âgé, et c'est une situation qui relève deux problématiques fondamentales. La première, c'est que la gestion de l'une peut aggraver l'autre, et la deuxième, c'est que malheureusement, la prise en charge de l'une ne peut pas être priorisée sur l'autre puisque les deux pathologies sont graves. Pourquoi on ne peut pas prioriser l'une sur l'autre? Parce que l'hypotension orthostatique, c'est un risque de syncope et de chute. Et une chute chez un sujet âgé, malheureusement, fragile, c'est un risque de fracture. Et deuxièmement, l'hypertension artérielle est aussi grave, vous le connaissez tous, c'est un risque d'atteinte des organes cibles et en même temps, de par l'aggravation de la natriurèse de pression nocturne, la non-gestion de l'hypertension artérielle exagère l'hypotension orthostatique, surtout l'hypotension orthostatique matinale. Malheureusement, il y a beaucoup de controverses, mais peu d'études et des données limitées. En pratique, comment va-t-on dépister, comment allons-nous diagnostiquer et comment allons-nous traiter? Donc, deux situations s'opposent. La plus fréquente, c'est celle-ci, une hypotension orthostatique associée à une hypertension artérielle essentielle préexistante. Et c'est la situation qu'on rencontre le plus souvent en pratique, surtout si on la dépiste. C'est la situation du sujet âgé fragile, aux comorbidités multiples et polymédiquées, comme souligné tout à l'heure par notre collègue urologue. Cette situation-là est expliquée par le fait qu'il existe assez souvent une dysautonomie, ne serait-ce que modérée, dans ce contexte-là. Et la deuxième situation, heureusement la plus rare, c'est l'hypertension artérielle de décubitus associée à l'hypotension orthostatique dans la dysautonomie sévère des maladies neurodégénératives. Donc, déjà, on va se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions. Une hypotension orthostatique, c'est quand il y a une baisse de la systolique de plus de 20 mm de mercure, de la diastolique de plus de 10 mm de mercure dans les 3 minutes du lever, qu'il s'agisse d'un lever actif ou d'un tilt test. En situation d'hypertension artérielle, on élargit la valeur à 30 mm de mercure pour être plus sensible.
Donc, les mesures les plus sensibles et reproductibles sont celles qui sont mesurées le matin. Donc, préférentiellement, pour chercher une hypotension orthostatique associée à l'hypertension artérielle, il faut essayer de prendre les mesures le matin pour être le plus sensible. Donc, quelques chiffres de l'épidémiologie. L'hypotension orthostatique, c'est une pathologie qui est retrouvée dans 5 à 6% dans la population générale et dans 68% chez les sujets âgés hospitalisés. L'incidence augmente avec l'âge, avec les comorbidités et la polymédication. On note une nette prédominance masculine et j'attire votre attention sur ces deux chiffres-là. Plus de 50% de nos patients avec hypotension orthostatique ont de l'HTA de décubitus et plus de 10% des patients hypertendus ont une hypotension orthostatique associée. Donc vraiment, ce n'est pas négligeable. Il faut être conscient de ces situations-là et conscient des thérapeutiques pouvant être proposées pour une gestion appropriée. L'hypotension orthostatique n'est pas une pathologie bénigne. Et je vais vous montrer quelques études qui prouvent cela. On a cette étude-là qui est publiée en 2008 dans The Clinical Autonomic Research. C'est une étude qui est faite avec un suivi de 13 ans qui a comparé la présence et l'absence d'hypotension orthostatique. Voyez-le ici, la présence d'hypotension orthostatique accroît de 20% la mortalité totale. Donc ce n'est pas négligeable. Cette deuxième étude là, elle montre que la présence d'hypotension orthostatique augmente la mortalité toute cause et elle augmente la mortalité non cardiovasculaire. Donc l'hypotension orthostatique n'est pas vraiment une pathologie bénigne. Cette étude plus récente publiée dans l'European Heart Journal en 2015, elle rapporte les mêmes faits. Premièrement, c'est une source de mortalité toute cause, c'est une source d'insuffisance cardiaque, c'est une source de coronaropathie et c'est une source d'AVC. Et d'après cette publication, aussi relativement récente, c'est une source de déclin de la fonction rénale. Et donc la présence d'hypotension orthostatique expose à la maladie rénale chronique. Tout ceci pour dire qu'une hypotension orthostatique doit être dépistée et traitée pour éviter ces implications pronostiques assez majeures. En plus, c'est une pathologie qui altère de façon significative la qualité de vie des patients. Elle expose aux syncopes et aux chutes, et c'est une cause de syncope dans 30% des cas. Donc, on pense, comme a dit la collègue tout à l'heure, à faire des bilans cardiovasculaires poussés, des bilans rythmologiques, à faire et à refaire des holtères, mais on pense moins souvent à réaliser des bilans de dysautonomie pour pouvoir étiqueter ces patients à bon escient. C'est une pathologie qui est aussi associée au déclin cognitif et c'est une cause non négligeable d'hospitalisation parmi les sujets âgés, comme l'a montré une étude menée aux États-Unis. Donc, physiopathologiquement parlant, comment ça se produit? Donc, je vais vous faire un petit rappel de la physiologie avant d'aboutir aux implications physiopathologiques. Donc, en position debout, en raison de la gravité, il y a un pooling de sang qui s'effectue au niveau du secteur veineux de la moitié inférieure du corps de 500 à 800 millilitres du volume sanguin, principalement au niveau des cuisses, mais aussi au niveau des jambes et du pelvis. Ceci entraîne une baisse de la précharge ventriculaire et donc une baisse transitoire du débit cardiaque. Ceci va être perçu et par les volorécepteurs cardio-pulmonaires et par les barorécepteurs aortiques et carotidiens. Le message sera intégré au niveau du système nerveux central, notamment au niveau du tronc cérébral, ce qui va aboutir à une stimulation sympathique et à une inhibition vagale. D'où une vasoconstriction artériolaire, une augmentation de la fréquence cardiaque et de la contractilité myocardique et une vasoconstriction splanchnique. Tout cela pour aboutir à une élévation des résistances vasculaires systémiques et à une majoration du retour veineux afin de pouvoir maintenir une pression artérielle correcte en position debout. Donc en situation physiologique, l'effet final de tous ces mécanismes adaptatifs,
c'est une augmentation de fréquence cardiaque de 5 à 20 battements par minute, une diminution fruste du débit cardiaque de 10 à 20%, une diminution aussi fruste de pression artérielle systolique de 5 à 10 mm de mercure, une augmentation de la diastolique de 2 à 5 mm de mercure afin de pouvoir maintenir une pression artérielle moyenne quasi stable. Malheureusement, en cas de perte de ces mécanismes compensateurs, tel est le cas en cas de l'hypovolémie, des prises médicamenteuses et de la dysautonomie, la vasoconstriction va être inadéquate. Un pooling veineux important se produira en position debout chez le patient, ce qui va aboutir à une baisse du débit cardiaque et à la survenue d'hypotension orthostatique qui risque d'être symptomatique. La pression artérielle moyenne va chuter à moins de 75 mm de mercure, avec éventuellement de l'hypoperfusion cérébrale et survenue de symptômes. Et il est retenu dans les études que lorsque la pression artérielle moyenne baisse à moins de 50 mm de mercure, il y a malheureusement un risque de syncope et un risque de chute. Donc, on retient, d'après cette petite présentation physiopathologique, que le principal mécanisme de l'hypotension orthostatique est le pooling veineux. Donc là, je vais expliquer ce qui se produit dans les deux situations, la dysautonomie modérée de l'hypertension artérielle classique et la dysautonomie sévère des maladies neurodégénératives. Donc, la dysautonomie modérée étant le cas le plus fréquent, et c'est ce qui explique l'hypotension orthostatique de l'hypertension artérielle essentielle, c'est une situation qui se voit surtout avec l'âge, d'autant plus qu'on a des comorbidités associées telles qu'un diabète, une amylose ou une maladie métabolique, et d'autant plus que notre patient est polymédiqué. Qu'il prend des alpha-bloquants pour un problème urinaire, qu'il prenne des diurétiques pour un problème d'insuffisance cardiaque, par exemple. La deuxième situation, la plus rare heureusement, c'est la dysautonomie sévère des maladies neurodégénératives du spectre des synucléinopathies. Alors là, l'hypotension orthostatique est liée à la dysfonction de l'arc réflexe que je viens de présenter, et l'hypertension artérielle de décubitus, elle est expliquée par deux choses. Soit au tonus sympathique résiduel lorsqu'il s'agit d'une atrophie multisystématisée qui est une dysautonomie centrale avec un tonus sympathique résiduel périphérique, soit que cette hypertension artérielle reste malheureusement mal comprise quand on a une dysautonomie périphérique avec vraiment pas de tonus sympathique résiduel. Et là, on pense que l'hypertension artérielle serait probablement due à une activation excessive du système rénine-angiotensin, aldostérone, puisque c'est une hypertension artérielle qui répond très bien aux inhibiteurs du système rénine-angiotensin, aldostérone, type losartan, aldactone, etc. Donc, l'hypertension artérielle de décubitus a des conséquences. C'est l'atteinte des organes cibles, comme vous le savez tous, avec le déclin cognitif, la maladie cérébrovasculaire et la maladie rénale chronique. Et en plus, c'est une situation qui va majorer la natriurèse de pression, va altérer la qualité de sommeil, va aggraver l'hypotension orthostatique matinale et donc malheureusement majorer le risque de chute chez notre patient. Alors, comment on va porter le diagnostic ? Le diagnostic risque de ne pas être porté si on ne le fait pas de façon systématique. Donc, je vous invite tous à essayer de dépister de façon systématique l'hypotension orthostatique chez tous vos patients hypertendus. Les symptômes, bien que peu fréquents, ils peuvent exister et sont en relation avec les changements posturaux. Donc, le spectre est très variable, allant de vertiges flous visuels, douleurs cervico-occipitales en position debout, une symptomatologie vague type fatigue, faiblesse des membres inférieurs en position debout, voire carrément des syncopes, chutes ou traumatismes lors du passage de la position couchée à la position debout. La sévérité des symptômes est en fait corrélée au degré de baisse de la pression artérielle en position debout. Donc, le diagnostic, pour le porter, il faut laisser au moins les patients 5 minutes en position couchée
puis mesurer la pression artérielle à 1 minute et à 3 minutes d'orthostatisme, soit en levée actif, soit en tilt test. Et chose très importante à réaliser, c'est qu'il faut mesurer de façon concomitante à la mesure de pression artérielle la fréquence cardiaque. Et chose très intéressante relevée par des études récemment publiées, c'est le calcul d'un ratio qui est très facile à obtenir. C'est le delta de fréquence cardiaque sur le delta de pression artérielle systolique. Donc, on fait le rapport de la fréquence cardiaque couchée, fréquence cardiaque debout, sur le rapport de la pression artérielle systolique, position couchée, pression artérielle systolique en position debout. Un ratio supérieur à 0,5 à 1 minute d'orthostatisme est normal et pourra nous amener à porter le diagnostic d'une hypotension orthostatique sympathico-tonique, c'est-à-dire avec presque pas de dysautonomie. La deuxième situation, c'est quand le ratio est inférieur à 0,5, on est quasi certain qu'il s'agit d'une hypotension orthostatique asympathico-tonique ou hypotension orthostatique neurogène. Donc là, je vous schématise une situation d'hypotension orthostatique asympathico-tonique. Donc c'est un patient qui était hypertendu en position couchée, 159,87 mm de mercure, avec une fréquence cardiaque à 60 battements par minute. À 1 minute d'orthostatisme, sa pression artérielle systolique a chuté à 106 mm de mercure et sa fréquence cardiaque a augmenté à 76 battements par minute. Quand on a calculé le delta fréquence cardiaque sur delta pression artérielle systolique chez ce patient, on a trouvé un ratio à 0,3, qui est un ratio anormal puisqu'il est inférieur à 0,5, permettant de porter le diagnostic d'une dysautonomie. Bien sûr, l'idéal serait de faire une exploration cardiovasculaire du système nerveux autonome complète avec les 5 tests d'Ewing et bien évidemment, on pourra s'aider des résultats d'une mesure ambulatoire de pression artérielle qui montrerait, le cas échéant, un profil riser ou reverse dipper. Donc, les causes de l'hypotension orthostatique, elles vont être scindées en deux, en fonction de la présence ou non de cette fameuse tachycardie réactionnelle, c'est-à-dire d'un ratio inférieur à 0,5 ou supérieur à 0,5. Donc, quand le ratio est normal et supérieur à 0,5, on se dit que c'est très probablement un patient qui a de la déplétion volémique, un patient qui est déshydraté, un patient qui a de l'insuffisance veineuse périphérique, qui prend des diurétiques, qui prend des médicaments vasodilatateurs tels que des alpha-bloquants pour un problème urinaire. Quand le ratio est inférieur à 0,5, on se dit que c'est de l'hypotension orthostatique asympathico-tonique et donc de l'hypotension orthostatique neurogène, quand, bien sûr, le patient ne prend pas de médicaments chronotropes négatifs et quand il n'a pas de troubles conductifs sous-jacents. Et cette dysautonomie, elle peut être de causes diverses en fonction de l'existence ou non de troubles neurologiques associés et en fonction du mode de début. Donc, en fonction du mode de début, on se dit que si le début est brutal de cette symptomatologie, ça peut être probablement une maladie auto-immune, un syndrome paranéoplasique ou une exposition toxique, telle qu'une exposition à des métaux lourds ou à des médicaments de chimiothérapie. Quand le début est progressif ou que la symptomatologie est chronique, c'est très probablement une maladie neurodégénérative du système nerveux autonome. Et quand il n'y a pas de symptômes neurologiques, on se dit que c'est de la pure autonomique filioque. Quand il y a des symptômes de neuropathie périphérique, c'est très probablement de la dysautonomie dans le cadre d'un diabète, d'une amylose, d'une maladie métabolique ou d'une maladie héréditaire. Par contre, quand il y a des symptômes neurologiques qui rentrent dans le cadre d'un syndrome extrapyramidal, ça peut être une maladie neurodégénérative plus sévère, type atrophie multisystématisée, maladie de Parkinson ou démence à corps de Lewy. Cette situation d'hypotension orthostatique, elle peut aussi s'associer à de l'hypotension postprandiale qu'il faut aussi aller chercher et dépister.
parce que plus de 90% des patients qui ont de l'hypotension orthostatique ont de l'hypotension postprandiale associée, et il y a des mesures non pharmacologiques très simples à expliquer aux patients pour éviter les malaises en postprandial. Donc, c'est une pathologie qu'il va falloir dépister de façon systématique. Donc, elle est définie par la baisse de la pression artérielle systolique de plus de 20 mm de mercure dans les 30 minutes qui suivent la prise d'un repas riche en carbohydrates. Le degré de baisse de la pression artérielle dépend de la quantité d'aliments et de la teneur de ces aliments en carbohydrates. Cette hypotension postprandiale est expliquée par l'insuffisance des réflexes autonomes, par la libération de peptides vasoactifs intestinaux en réponse à l'absorption du glucose. Et ceci va être responsable d'un pooling veineux important au niveau de la circulation splanchnique qui sera à l'origine de la baisse du retour veineux, de la baisse du débit cardiaque et donc de la pression artérielle en postprandial. Cette hypotension postprandiale peut s'accompagner de symptômes pouvant aller jusqu'au malaise et aux syncopes postprandiales. Alors maintenant, on a vu comment il faut faire pour porter le diagnostic. Maintenant, comment faut-il traiter? Les stratégies thérapeutiques, malheureusement, ne sont basées que sur de petites études. Il n'y a pas de recommandations fortes, il y a uniquement un consensus d'experts. Et donc, vraiment, on fait au cas par cas, on prend l'avis des collègues, on essaie de faire ce qui va être le plus adéquat aux besoins du patient, le plus personnalisé possible. Le but du traitement de l'hypotension orthostatique serait d'augmenter la pression artérielle au-dessus du seuil d'autorégulation cérébrale afin de pouvoir limiter les symptômes, améliorer la qualité de vie, améliorer la capacité fonctionnelle des patients et aussi peut-être réduire le risque de chute et de syncope, bien que cela n'est pas encore prouvé par les études. Donc la première étape du traitement de l'hypotension orthostatique est une étape non pharmacologique. Première chose, c'est de faire une revue complète des médicaments cardiologiques et non cardiologiques prescrits chez le patient. De plus, il faut penser à arrêter les médicaments antihypertenseurs à longue durée d'action. Et si vraiment le patient a de l'hypertension artérielle assez importante, il faut penser à prescrire des médicaments antihypertenseurs de courte durée d'action et plutôt le soir. Chez les patients atteints de maladie de Parkinson, il faut essayer de communiquer avec le neurologue pour que la dose des agonistes dopaminergiques soit réduite à la plus faible dose nécessaire pour la prise en charge des symptômes du malade. Il faut penser à arrêter ou à réduire les doses des diurétiques et des bloqueurs alpha-1, y compris les plus sélectifs tels que la tamsulosine prescrite par les urologues. Deuxième étape, c'est encore une étape non pharmacologique. On va conseiller aux patients de faire de l'exercice physique au maximum possible. Bien sûr, les patients sévèrement symptomatiques ne pourront pas d'emblée commencer par de l'exercice physique. Il faut conseiller un apport sodé assez important, au moins 9 grammes par jour de sel, et un apport hydrique assez important, au moins 2 litres par jour d'eau. On va essayer d'apprendre aux patients de réaliser des manœuvres de contre-pression pour éviter le risque de chute. On va conseiller aux patients de se lever de façon très progressive, surtout le matin, en raison de l'aggravation de la natriurèse de pression nocturne. Et on va également essayer de conseiller aux malades d'éviter la position debout statique prolongée. Aussi, il faut essayer le maximum possible de dormir la tête surélevée du lit et conseiller aux malades de porter de la contention élastique ou un bandage élastique le plus possible taille haute, puisqu'on a dit tout à l'heure que le pooling veineux, ce n'est pas que les jambes, ce n'est pas que les cuisses, c'est même au niveau du pelvis, au niveau de l'abdomen. Donc, plus la contention élastique remonte haut au niveau de l'abdomen, plus on va lutter contre le pooling veineux en position debout et on va favoriser le maintien de la pression artérielle en position debout. Donc, ici, on a une étude relativement ancienne
qui a montré l'efficacité du bandage élastique et de la contention veineuse dans la prévention de l'hypotension orthostatique du sujet âgé. Et j'insiste ici pour dire que le pooling veineux, ce n'est pas que les jambes, c'est les cuisses, c'est l'abdomen. Ici aussi, j'ai retrouvé une étude assez intéressante publiée en 2016 dans Hypertension. C'est une étude qui a utilisé un dispositif assez fascinant. C'est un dispositif de compression automatisé de l'abdomen. Et c'est un dispositif qui a été comparé de façon randomisée à l'aveugle à la prescription de l'amidodrine. L'amidodrine, c'est un agoniste alpha-sympathique. Et cette étude a montré que la compression automatisée de l'abdomen faisait aussi bien que l'amidodrine pour la prise en charge et l'amélioration de la pression artérielle en position debout. Donc vraiment là, j'attire votre attention pour vous dire que les mesures non pharmacologiques sont très importantes à déployer en présence d'une hypotension orthostatique avant même de penser à la prescription médicamenteuse. Troisième étape, c'est les médicaments. Et malheureusement, on n'a pas de preuves qui montrent l'efficacité de la prescription médicamenteuse dans l'hypotension orthostatique. Les plus prescrits sont la midodrine, la droxidopa et la fludrocortisone. Bien sûr, en situation d'hypertension orthostatique sévère associée, on éviterait au maximum la prescription de la fludrocortisone puisqu'elle exagère l'hypertension artérielle. Et les moins prescrits sont la pyridostigmine et l'atomoxétine. La prise serait idéalement 45 minutes à 60 minutes avant la réalisation d'une activité en position debout et il faut au maximum possible éviter les prises du soir. Donc les médicaments, on va les voir un à un. Donc la midodrine est le premier médicament qu'on peut prescrire pour la prise en charge de l'hypotension orthostatique. C'est un vasoconstricteur direct, c'est un agoniste alpha-1 qui permet d'engendrer une vasoconstriction artérielle et veineuse, permet d'améliorer la pression artérielle systolique et les symptômes en position debout, et ces améliorations-là sont démontrées dans des essais randomisés contrôlés. La posologie est de 2,5 à 10 mg par prise, pouvant aller jusqu'à 3 prises par jour. Bien sûr, la dernière prise devrait idéalement ne pas dépasser 16 heures de l'après-midi pour éviter l'aggravation de l'hypertension artérielle du soir. Deuxième médicament pouvant être prescrit, c'est la droxidopa qui est un précurseur synthétique de la norépinéphrine qui a une efficacité à court terme démontrée et la posologie, elle est très variable en fonction des situations cliniques, pouvant être majorée à 600 mg par prise jusqu'à 3 prises par jour. La fludrocortisone peut aussi être prescrite pour la prise en charge de l'hypotension orthostatique puisque c'est un minéralocorticoïde de synthèse. Et contrairement à ce qu'on le pense, la fludrocortisone agit de façon très transitoire par expansion du volume plasmatique. C'est en fait un médicament qui agit surtout par la sensibilisation des récepteurs adrénergiques. La dose d'initiation recommandée est de 0,1 mg par jour, chose qui peut être majorée jusqu'à 0,3 mg par jour dans les cas extrêmes. La pyridoxstigmine, qui est un inhibiteur de l'acétylcholinestérase, renforçant le tonus sympathique et parasympathique, peut aussi être prescrite pour améliorer de façon significative la pression artérielle en position debout, sans réellement aggraver une hypertension artérielle de décubitus associée. L'atomoxétine aussi, étant un médicament inhibant la recapture de noradrénaline et majorant le tonus sympathique, notamment l'effet alpha-1 vasculaire, est très efficace, notamment lorsque le système nerveux autonome périphérique est intact. Tel est le cas des hypertensions artérielles essentielles classiques et tel est le cas de l'atrophie multisystématisée où on a encore de l'activité neuro-autonome périphérique intacte. On imagine bien que quand on est devant un cas de pure autonomic failure où il n'y a vraiment plus d'activité sympathique résiduelle, l'atomoxétine malheureusement ne pourrait pas apporter de bénéfices réels chez notre patient. En plus,
il faut essayer de traiter l'hypotension orthostatique postprandiale. Donc, on donne en général un bolus de 500 ml d'eau en 5 minutes avant le repas et on peut prescrire de la carbose pour pouvoir gérer ces patients. La quatrième étape serait d'associer fludrocortisone et vasopresseur ou avec éventuellement de la pyridostigmine ou de la tamoxétine quand on a de l'activité sympathique résiduelle. Alors, que faire de l'hypertension artérielle associée? Il faut absolument la traiter. Vous pouvez accélérer, on est en retard. D'accord. Il faut absolument la traiter pour deux raisons. Puisqu'il y a de la natriurèse de pression nocturne et qu'elle aggrave l'hypotension orthostatique matinale, et puisqu'elle peut aggraver ou exposer à l'atteinte d'organes cibles. Donc, l'hypertension artérielle essentielle associée à l'hypotension orthostatique, les objectifs thérapeutiques sont les mêmes que dans la population générale. En général, quand le pronostic neurologique est bon, tel qu'une pyroautonomique failure ou une hypertension artérielle essentielle classique, on va essayer de s'acharner à traiter cette hypertension artérielle pour ramener la pression artérielle à moins de 160-100 mm de mercure. Par contre, dans les dysautonomies sévères qui aggravent sévèrement le pronostic, on peut tolérer de l'hypertension artérielle allant jusqu'à 180 mm de mercure de systolique pour vraiment ne pas altérer le pronostic. Donc le traitement là encore, il est surtout non pharmacologique et de première intention. Les vasopresseurs devant être évités dans les 4 à 6 heures qui précèdent le coucher. Il faut dormir la tête surélevée du lit et éventuellement prendre des collations sucrées le soir pour faire baisser la pression artérielle du soir. On peut recourir également à l'utilisation de pads chauffants qui sont disponibles en parapharmacie. Vu la chaleur locale et la vasodilatation engendrée, ils peuvent entraîner une baisse significative de pression artérielle du soir sans même recourir à des médicaments. Le traitement médicamenteux, là encore, peu de preuves. Il faut éviter la fludrocortisone au maximum quand on a de l'hypertension artérielle de décubitus associée. Il faut éviter les alpha-bloquants, les bêta-bloquants et les antihypertenseurs centraux, les diurétiques thiazidiques. Les IEC, c'est controversé. Les inhibiteurs calciques et les ARA2 sont vraiment les médicaments qu'il faut privilégier quand on a de l'association hypertension artérielle de décubitus, hypotension orthostatique. En pratique, il faut interrompre les médicaments antihypertenseurs à longue durée d'action, préférer les médicaments à courte durée d'action et préférer les prises du soir au coucher. Et surtout, préférer les dérivés nitrés à l'heure du coucher. On peut placer un patch de nitroglycérine et on pensera à le retirer 30 à 60 minutes avant le lever. On peut également prescrire du dinitrate d'isosorbide le soir. On peut, dans certains cas plus rares, prescrire de la clonidine à 0,1 mg le soir et surtout du losartan qu'on préférera en cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Donc, je vais rapidement revenir au cas clinique. Donc, on a agi surtout sur le mesure symptomatique. On a proposé de la midodrine qu'on a majorée à 30 mg par jour et malheureusement, ça n'a pas soulagé la pression artérielle en position debout, en position assise, pardon. Ce n'est qu'en associant de la fludrocortisone qu'on a pu obtenir une pression artérielle relativement normale en position assise et améliorer un petit peu la qualité de vie de notre patiente. Donc, je conclue rapidement sur de brefs take-home messages. Le dépistage de l'hypotension orthostatique doit être systématique chez tout patient hypertendu. Dans la forme sévère, c'est une pathologie qui altère gravement la qualité de vie, expose aux syncopes et aux chutes. Il n'a pas encore été démontré que le traitement réduit le risque de chute, malheureusement. Toujours chercher la cause qu'on peut traiter, notamment une hypovolémie, une prise médicamenteuse qu'on peut écarter. Chercher des symptômes neurologiques associés qui porteront un diagnostic neurologique et aideront à la prise en charge. Le traitement devra d'abord être non pharmacologique en préférant la contention haute jusqu'à l'abdomen et en évitant au maximum la fludrocortisone quand il y a de l'hypertension artérielle associée. Toujours chercher de l'hypotension postprandiale qu'il faut dépister et traiter. Et concernant l'hypertension artérielle,
On pensait avant qu'il faut arrêter ou réduire la dose d'un traitement antihypertenseur. Il a été démontré que c'est complètement faux. Le fait de ne pas traiter une hypertension artérielle associée aggrave l'hypotension orthostatique. Et donc, un patient qui a de l'hypotension orthostatique avec de l'HTA de décubitus, il faut traiter son hypertension artérielle pour soulager son hypotension orthostatique. Sauf que il faut s'entourer du maximum de précautions possibles. Il faut éviter les antihypertenseurs de longue durée d'action, éviter les alpha-bloquants, les bêta-bloquants, les antihypertenseurs centraux et les diurétiques, utiliser au maximum les mesures non pharmacologiques, c'est-à-dire les collations sucrées du soir, la surélévation de la tête du lit, la chaleur locale passive et éventuellement recourir à des antihypertenseurs de courte durée d'action en prise le soir, de la nitroglycérine orale ou en patch, du losartan le soir. Et je vous remercie.